Bonjour messieurs, dames. Bienvenue à ce webinaire Focus technique d'Anity. On va attendre encore peut-être une petite minute le temps que les autres personnes puissent se connecter. Nous démarrons dans vraiment quelques instants. En tout cas, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Donc, voilà, je vous propose qu'on démarre. Nous avons donc le plaisir aujourd'hui de partager avec vous un sujet sur la robustesse des modèles. Nous verrons en fait comment nous pouvons maîtriser et nous allons même jusqu'à garantir certaines propriétés de robustesse avec les techniques qui vont être présentées là dans quelques instants par Mathieu et Thibaut. Donc, bienvenue à tous et à toutes pour ce focus technique proposé par Anity et Mathieu et Thibaut. Je vous laisse la parole. Dernier point, vous pouvez poser des questions. Nous aurons une séance de questions en cours de route. Vous avez un chat pour pouvoir poser la question, donc n'hésitez pas. On s'interrompra si la question le mérite, au sens du déroulé de la présentation, et en tout état de cause, il y a une partie de questions à la fin de la présentation. Donc surtout, n'hésitez pas. Thibaut et Mathieu, c'est à vous. Bonjour, merci donc de participer à ce focus technique, et puis merci à Anity de nous avoir invités pour le présenter. Donc moi, je me présente. Notre écran. Hein? Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? C'est bon? Oui, on vous voit bien. Hein. On voit bien l'écran et toi, la caméra. Parfait. Donc, moi, je me présente. Je suis Mathieu Serrurier. Donc, je suis maître de conférence à l'Université Paul Sabatier, à l'IRIT. Je travaille essentiellement en machine learning et en deep learning. Et donc, je fais partie de la chaire Fairness et Robustesse. Donc, je suis associé à la chaire Fairness et Robustesse d'Anity. Et dans ce cadre-là, je fais aussi partie de l'équipe DIL. Je vais te présenter. Alors, moi, je m'appelle Thibaut Bressin. Je suis ingénieur de recherche à l'IRT au sein du projet DIL. Et donc, j'ai eu l'occasion de participer sur le projet et notamment de contribuer au développement de la librairie qu'on a utilisée pour ce papier et qu'on continue d'utiliser pour faire les réseaux robustes. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va vous parler donc de robustesse de réseau et de constante de Lipschitz de réseau de neurones. Donc, on verra un peu comment tout ça c'est relié. Et donc, ça, c'est des travaux qui ont été faits au sein d'Anity, donc par Thibaut, mais par aussi d'autres ingénieurs de DIL, comme Franck Mamalet, et d'autres intervenants en mathématiques, comme Alberto González, Jean-Michel Loubest et Eustacio Del Barrio. Donc, il y a aussi d'autres personnes en fait dans l'équipe DIL. Il y a pas mal d'activités autour de tout ça dans l'équipe DIL. Donc voilà un petit peu le plan de ma présentation. C'est maintenant que ça ne tourne plus. Il faut que tu enlèves le pointeur stylet du coup. On fera comme ça. Bon. C'est bon. Ok, ouais, je peux le bouger comme ça. Ok, donc voilà un petit peu le plan de la présentation. Dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu de pourquoi on parle de robustesse de réseau de neurones, donc avec les attaques adversariales. Ensuite, du coup, on va parler de constante de Lipschitz des réseaux. On va montrer comment on peut contraindre cette constante de Lipschitz. C'est quoi l'intérêt de la contraindre. Et donc là-dedans, on va parler un petit peu de la bibliothèque qui a été développée au sein de DIL, qui s'appelle DILib, pour construire facilement ces réseaux. Et enfin, on va montrer quelques exemples de classification sur ces réseaux avec des réseaux en Lipschitz, donc des réseaux robustes. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite, dans une deuxième partie, il y a Thibaut qui va nous présenter un peu la bibliothèque sur un notebook en montrant comment elle fonctionne et en faisant une démonstration de comment ça fonctionne. Ce n'est pas un TP, on va juste expliquer un petit peu comment ça marche. Donc, je démarre avec les attaques adversariales. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez connu dans les réseaux de neurones. Ça date des années 2014. Et donc, c'est quelque chose qui a été montré. On montre que
Pour un réseau de neurones qui a été entraîné pour faire de la classification, par exemple, pour détecter des panneaux, eh ben, c'est très facile c'est très facile. C'est possible de construire un bruit qu'on va ajouter à l'image qui va changer complètement la classification. Et une des choses qui est importante de ce bruit, c'est ce qu'on appelle la perturbation adversariale. C'est qu'on dit qu'elle est adversariale. Pourquoi? On dit qu'elle est adversariale parce que c'est une modification qui n'a pas de sens de notre point de vue, qui n'a pas d'interprétation. En fait. Là, dans l'exemple que vous avez ici, là, ça marche comme ça, oui. Là, dans l'exemple qu'on a ici, là, non, ça marche pas, c'est pas grave. Donc, dans l'exemple, là, c'est du bruit, mais là, il a été amplifié pour qu'on voit bien ce qui se passe. En fait, quand on regarde le vrai bruit qui a été rajouté, on voit un écran noir, c'est quasiment imperceptible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un réseau de neurones, si vous perturbez de manière invisible l'entrée, mais de manière un petit peu maligne, eh ben, il y a moyen de changer complètement la classification. Donc, je vais faire un autre exemple. Ouais, voilà. Donc là, c'est un autre exemple très connu. Par exemple, vous avez un classifieur qui classifie des animaux. Il a une image de panda. Il la classifie comme panda avec une bonne confiance. Si on lui rajoute du bruit, et là, vous regardez, le bruit, il y a un coefficient de 0,07. Donc, on est sur très peu de bruit. Et ben, on peut faire dire au réseau que finalement, c'est un singe avec un gibbon, avec une confiance quasiment absolue. Donc, c'est ce qu'on appelle une image adversariale. Donc, l'image adversariale, c'est celle-ci. Hein. C'est l'image combinée au bruit. Et qu'est-ce que c'est si on regarde mathématiquement un petit peu cette image adversariale? C'est l'image la plus proche qu'on peut construire pour lequel la classification change. Donc là, ici, la classification, c'est le signe. Donc, quelle est l'image la plus proche de l'image de départ qu'on peut construire pour que la classification change? Alors, il y a quelque chose de très intéressant là-dessus, c'est que cet exemple d'attaque adversariale, elle a du sens pour la robustesse. Donc, c'est évidemment très embêtant de se dire, finalement, je peux tromper mes réseaux assez facilement. Mais s'il n'y avait que ça, ce ne serait pas très grave parce qu'il y a plein de contextes industriels où finalement, il n'y a pas d'occasion. Donc là, une attaque adversariale, c'est une attaque intentionnelle pour tromper le réseau. Ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Et il y a plein de situations où il n'y a pas industriel, où il n'y a pas d'occasion de faire ces attaques. Donc, on pourrait se dire, c'est intéressant que dans certains cas un peu précis. Mais en fait, pas du tout, parce que si on regarde bien, c'est une faiblesse qui est assez importante des réseaux, on verra plus tard. Et quand on regarde cette formulation-là d'adversaire, en fait, c'est l'autre formulation d'un problème bien connu qui est le problème d'une explication contrefactuelle. Ça veut dire, normalement, une méthode pour faire des explications, c'est se dire, vous avez classé cette image en panda, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que finalement ce soit détecté comme un singe? Et donc ça, si on formule ce problème, il se formule exactement comme on a dans cette formule-là. Et donc, si les modèles étaient robustes et s'il était intéressant, on verrait une modification qui a du sens pour transformer notre panda en singe. Je ne sais pas, moi, changer sa couleur, rétrécir son museau, etc., etc. Mais comme nos réseaux de neurones sont très sensibles aux attaques, donc finalement, comme cette modification-là, elle est minime, c'est pas possible de construire une explication contrefactuelle comme ça. Et donc, cette faiblesse aux attaques adversariales, c'est un symptôme général qui finalement explique en partie le manque d'explicabilité des réseaux de neurones. Donc, ça dépasse largement le cadre d'une robustesse juste pour les attaques adversariales et on verra que ça a plein d'autres intérêts de se poser la question. Donc, la question, c'est pourquoi ces réseaux de neurones, ils sont faibles aux attaques adversariales. Pour ça, il va falloir passer sur une notion qui est la constante de Lipschitz d'une fonction. La constante de Lipschitz d'une fonction, malgré le nom imprononçable du truc, c'est quelque chose qui est finalement assez naturel à comprendre. Donc là, on a la formule. Et la formule, elle ne dit pas forcément grand-chose. Elle dit intuitivement, si la constante de Lipschitz d'une fonction, donc d'un réseau, c'est K, alors une variation de l'entrée ne peut pas entraîner une variation de la sortie plus grande que K fois la variation d'entrée. Donc en fait, cette constante de Lipschitz, ce qu'elle mesure, c'est à quel point la sortie peut changer quand on fait varier l'entrée. Donc, à quel point une petite variation de l'entrée entraîne une petite ou une grande variation de la sortie. Donc, en fait, en une dimension, c'est ce que vous avez dans la petite image, là, la constante de Lipschitz. En fait, c'est ni plus ni moins
la constante de l'ellipsis d'une fonction, c'est ni plus ni moins que la valeur maximale de la dérivée de la courbe dans l'intervalle. Donc là, par exemple, la constante de l'ellipsis, c'est K sur cette petite image-là. Et ben on voit que voilà, tous les points là ont une dérivée plus petite que K. Donc ça généralise, comme j'ai écrit, pour les fonctions en général et donc pour les réseaux de neurones. Donc on voit bien que cette intuition-là, elle est bien derrière la robustesse, puisque ce qu'on avait tout à l'heure, c'est que une petite variation de l'entrée, notre bruit, faisait une grande variation de la sortie, puisqu'on changeait complètement la classification. Donc quelque part, derrière cette constante de l'ellipsis, on voit bien qu'il va y avoir un lien avec la classification. Donc, qu'est-ce qui se passe sur un réseau de neurones? Donc un réseau de neurones, ça a cette tête-là. Ça, c'est une représentation un peu classique des réseaux de neurones. Vous avez quoi? La matrice de poids, ici le vecteur d'entrée, la première matrice de poids, la première fonction d'activation. Donc en fait, notre réseau de neurones, c'est ni plus ni moins qu'une composition de fonctions. Finalement, chaque layer, chaque couche du réseau étant une fonction, plus la fonction d'activation. Donc finalement, on va composer autant de fonctions qu'on va avoir de couches. Et donc, notre réseau de neurones, c'est ni plus ni moins qu'une grosse combinaison de fonctions. Or, ce qu'on sait, c'est que quand vous avez une combinaison de fonctions, la constante de Lipschitz, elle est bornée par le produit des constantes de Lipschitz de chacune de ces fonctions. Et là, on commence à voir un petit peu comment le problème se pointe sur les réseaux de neurones. C'est-à-dire que quand on fait des réseaux de neurones, on fait ce qu'on appelle des réseaux profonds. Donc, on va enchaîner plein de couches. Donc, du coup, on voit assez vite fait que notre constante de Lipschitz, elle peut augmenter de manière exponentielle avec le nombre de couches qu'on a. Et donc, du coup, en pratique, ce qui va se passer, c'est que nos réseaux de neurones vont pouvoir avoir des constantes de Lipschitz qui sont gigantesques. Donc, sous-entendu, si on a une constante de Lipschitz gigantesque, on a une petite variation de l'entrée qui peut donner une très grande variation de la sortie. Donc, mais ça nous donne aussi quelque chose d'intéressant, c'est que si finalement toutes nos fonctions là, toutes nos couches, elles sont elles-mêmes un Lipschitz, alors le produit, donc on a L égale 1 partout, le produit fait 1 et notre réseau est un Lipschitz. Donc, cette façon de formuler, de présenter le réseau de neurones comme une combinaison de fonctions, comme une composition de fonctions, ça nous donne directement un moyen de contraindre en tout cas cette constante de Lipschitz, que nous, ce qui va nous intéresser finalement, c'est faire des réseaux de Lipschitz dont la constante est 1, il y a une faute à Lipschitz, dont la constante est 1. Pourquoi c'est intéressant un réseau de Lipschitz dont la constante est 1? Parce que c'est finalement assez simple à comprendre, ça veut dire que la variation à la sortie ne peut pas être plus grande que la variation à l'entrée. Donc, on a un contrôle direct sur la sortie. Après, 2, 3, ça pourrait être différent, mais 1, finalement, c'est assez naturel. En plus, ça s'écrit bien avec notre composition de fonctions. Donc, nos réseaux de neurones, attendez, je ne me rappelle plus de ce que j'ai remarqué après. Voilà, une situation, pourquoi, donc, du coup, nos réseaux de neurones sont faibles à l'attaque. Donc, on a vu aux attaques. Donc, on a vu comment se passait comment on pouvait calculer la constante de Lipschitz d'un réseau de neurones. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous voulez faire un classifieur, par exemple, là, je vous donne un exemple très, très simple d'un classifieur en 1D avec des exemples positifs, des exemples négatifs. Ce classifieur, il est très, très simple puisque la frontière de classification, elle est à 0. Les fonctions sont séparables. Qu'est-ce qui se passe si on entraîne un réseau de neurones avec une maximisation de la cross-entropie, donc vraiment un classifieur, tout ce qu'il y a de plus classique avec un réseau de neurones? Et la formalisation de ça fait que la constante de Lipschitz du réseau va avoir tendance à croître de manière exponentielle vers l'infini. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, pour améliorer la classification, il va falloir mettre une valeur de plus en plus haute. Alors que c'est déjà bien classé, il va falloir mettre une valeur de plus en plus haute à la sortie. Et donc, du coup, il va falloir augmenter de manière exponentielle, de manière très, très grande, la constante de Lipschitz de notre réseau de neurones. Et il se trouve que c'est très facile, puisque, comme je disais tout à l'heure, vu la façon dont c'est fait, la constante de Lipschitz va augmenter très vite, très facilement. Et qu'est-ce qui peut se passer? Il pourrait très bien se passer. Ce n'est pas exactement ce qui se passe en 1D, parce que heureusement, ce n'est pas aussi catastrophique, mais si on exagérait ce qui pourrait se passer, vous pourriez avoir… Donc, le réseau, il doit être positif, négatif pour les exemples négatifs et positif pour les exemples négatifs.
pour l'exemple positif, et ben, il pourrait être positif à chacun des points là. Et entre les deux, par contre, varier énormément. Quand il repasse sur le point, il passe correctement. Là, il varie énormément. Il passe correctement, il varie énormément. Un réseau qui a une constante de Lipschitz très très haute, c'est exactement ce qu'il peut faire. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bah, vous allez avoir vos exemples adversariaux qui vont être là. Ça veut dire que quand je suis sur ce point-là, que je suis bien classé, et ben, comme mon réseau il peut varier très vite tout autour, et ben, je peux me déplacer un petit peu et être positif et donc être mal classé. Donc notre exemple adversarial de ce point-là, il va se retrouver très près ici, alors qu'on voudrait qu'il se retrouve ici. Donc, c'est exactement ce qui se passe sur les réseaux de neurones. Et je veux dire, c'est structurellement quelque chose qui est difficile à éviter, puisque c'est à la fois une caractéristique des réseaux de neurones, qui ont facilement des grandes constantes de Lipschitz, et une caractéristique de la fonction qu'on optimise pour les entraîner. Donc, quand on combine les deux, et ben, finalement, il y a tout qui explose, et on se retrouve avec des réseaux de neurones qui vont être sensibles aux attaques. Donc, une approche naturelle, c'est de se dire, il y a plein d'approches pour tester la robustesse, mais une qui est très très bien, enfin, qui est très très bien pour nous, mais en tout cas qui est très fondée théoriquement, c'est de se dire, si on limite la constante de Lipschitz de notre réseau de neurones à 1, ça veut dire qu'on ne peut pas varier plus que la variation en entrée. Donc on a directement une caractérisation de la robustesse. Quand on connaît la valeur en sortie, ça nous donne le minimum où il faudra bouger l'entrée pour pouvoir avoir une attaque adversariale. Donc, en fait, avec un réseau en Lipschitz, on va avoir naturellement, il ne va pas forcément être, si on l'entraîne bêtement comme ça, naturellement robuste, mais par contre, il nous donnera directement une indication sur à quel point il est robuste. Et après, si on est un peu malin sur la façon d'entraîner, on va avoir les deux, et c'est ce qu'on va faire. Alors, du coup, la question, c'est, et c'est toute la question, parce que c'est bien de dire qu'on va avoir des réseaux en Lipschitz, mais après, il faut les construire. Et là, c'est un petit peu plus compliqué, mais finalement pas tant que ça. Donc, on a commencé à parler de réseau 1 Lipschitz. Alors, c'est lié historiquement au Wasserstein-GAN. Donc, ils sont là pour estimer la constante de Wasserstein, donc pour des problèmes de transport optimal. En fait, il y a plein de liens avec ce qu'on fait, le transport optimal. Là, on ne va pas en parler trop, parce que c'est un focus technique sur la partie 1 Lipschitz, mais en fait, il y a beaucoup de liens. Et donc, voilà. Donc, le principe, comme je disais tout à l'heure, c'est que pour faire avoir un réseau 1 Lipschitz, on va essayer d'avoir que toutes les couches de notre réseau vont être 1 Lipschitz. Alors, pour les couches d'activation, c'est assez simple. Elles sont toutes naturellement, enfin la plupart relues, c'est un Lipschitz. La plupart des fonctions d'activation tangente hyperbolique, c'est un Lipschitz. Sigmoïde, c'est un Lipschitz. La plupart des fonctions d'activation sont un Lipschitz. On va en utiliser d'autres, mais en tout cas, ça ne pose pas de problème. Donc, le problème, c'est notre matrice de poids. Donc, c'est les layers linéaires. Comment on fait pour les rendre en Lipschitz? Alors là, il y a plein de choses qui ont été proposées. La première, c'était de faire du clipping. Donc, si vous faites du clipping sur les poids, vous empêchez les poids de dépasser une certaine valeur. En faisant ça, vous allez contraindre la constante de Lipschitz. Par contre, vous n'avez aucune idée de comment on a finalement assez peu d'idées de comment elle va être contrainte. Donc, on ne sait pas exactement si on a un Lipschitz ou 2 ou 3 ou 10 Lipschitz. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'on va empêcher le réseau d'avoir une constante de Lipschitz qui augmente à l'infini. Donc, ce n'est pas satisfaisant. Il y a plein d'autres méthodes. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va évaluer la norme spectrale de notre matrice de poids. Et la norme spectrale de la matrice de poids, c'est exactement la constante de Lipschitz, en fait, pour les réseaux denses. Pour les réseaux de convolution, on fait des choses un peu plus compliquées, mais c'est la même idée. Donc, on va regarder la norme spectrale de la matrice de poids et on va normaliser notre matrice de poids par cette norme spectrale. Et donc ça, on en parlera un petit peu comment c'est fait dans la bibliothèque, à quel endroit c'est fait. Et ça, l'avantage, c'est que ça vous garantit que votre layer, il est exactement un Lipschitz. Donc du coup, c'est une garantie stricte. Et ça nous permet de construire un réseau dont on va savoir qu'il est exactement un Lipschitz. Et donc, on va avoir les garanties qu'on veut. Alors, pour faire ça, le problème, c'est qu'il va effectivement falloir implémenter en un Lipschitz tous les layers classiques qu'on va utiliser dans les réseaux de neurones, y compris en image. Donc, on a aussi le pooling. Donc, on a une version un Lipschitz du pooling. Alors, en fait, on en a plusieurs, mais nous, on utilise essentiellement le dans le pooling. On va aussi utiliser d'autres fonctions d'activation
qui sont des fonctions de tri plutôt que des fonctions de relu. Alors là, c'est pour d'autres raisons. C'est pas que pour un lipsitz, c'est lié en fait à ce qu'on va vouloir optimiser. Et de manière générale, pour les raisons un lipsitz, ces fonctions d'activation-là, elles sont bien plus appropriées. En pratique, on utilise group sort et même deux sorts, ça veut dire c'est une fonction d'activation très simple. Hein. Vous prenez votre vecteur et vous prenez les éléments 2 par 2 et vous les classez. Vous mettez d'abord le plus petit, ensuite le plus grand. Et vous faites ça 2 par 2. Donc, c'est un tri partiel. Il n'y a pas de batch normalisation. En fait, il n'y en a pas besoin et ça n'a pas de sens directement de faire de la batch normalisation sur les réseaux Lipschitz. Il n'y a pas de dropout non plus. Vous verrez que ce n'est pas grave parce que finalement, on n'a absolument pas besoin de régulariser les réseaux Lipschitz. Ils sont déjà hyper réguliers tout seuls, donc la régularisation, il n'y en a pas trop besoin. Donc, je vais laisser Thibaut parler un petit peu de la librairie qu'on a fait, d'ILLIP, et après on parlera un petit peu d'entraînement de ces réseaux. Donc, comme vous avez pu le voir, la manière qu'on utilise pour pouvoir construire des réseaux Lipschitz, elle n'est pas hyper triviale. Il faut utiliser des processus comme de la contrainte, de la reparamétrisation, des choses qui sont assez difficiles. Et on a vite des layers qui ne respectent pas les 3 critères qu'on veut avoir, à savoir, on veut qu'elle soit Lipschitz, on veut qu'elle soit expressive. Donc, c'est-à-dire que parmi tous les réseaux qu'on peut exprimer, on veut exprimer suffisamment de réseaux pour résoudre notre problème. Et on veut aussi que ces layers soient optimisables. C'est que ça se comporte bien avec les algorithmes d'optimisation qu'on utilise régulièrement. Donc, on a décidé de packager ce travail-là, et de le capitaliser dans une librairie. Et donc, pour l'instant, la version open source est en Keras et TensorFlow. Mais il y a également une version PyTorch. Désolé pour les coquilles dont TensorFlow et PyTorch, qui devrait sortir sous peu. Et donc, ces implémentations, elles sont open source. Et comment est-ce qu'elles sont construites? En tout cas, pour la version Keras, et c'est pareil, il faut imaginer le symétrique en PyTorch, c'est qu'on a construit vraiment une extension qui est complètement interopérable avec les layers Keras traditionnels. Donc, dedans, ce qu'on a mis, on a mis bien sûr des layers, on a mis les fonctions d'activation, mais on a aussi mis d'autres éléments comme des loss, des initialiseurs, des outils pour monitorer les layers et ce genre de choses. Donc, on a également des fonctionnalités supplémentaires comme l'exportation. J'y reviendrai tout à l'heure. Pour l'instant, je vais plutôt vous parler de comment est-ce qu'on fait dans la pratique pour prendre un réseau standard et le transformer en un réseau Lipschitz. Et donc, sur l'image que vous voyez, il y a un réseau qui est standard, qui est un convnet habituel avec une convolution, de la batch normalisation, une activation, du pooling et une couche de classification dense. Ensuite, maintenant, on voudrait écrire son équivalent Lipschitz, donc en tout cas le réseau Lipschitz qui lui ressemblerait le plus, qui aurait l'architecture la plus similaire. Et donc, on remarque qu'il y a juste à changer les types de layers utilisés. Donc, au lieu d'utiliser conv2d, on utilise spectralconv2d, qui, au lieu d'être importé depuis Keras, est importé depuis notre librairie d'ILLIP. Et donc, en faisant cette conversion, on obtient assez facilement, sans trop d'efforts, un réseau qui est Lipschitz. Et au passage, tout le reste, par exemple le flatten, toutes les choses qu'on peut utiliser d'habitude, il n'y a pas besoin de contraintes pour la Lipschitz, ça fonctionner de la même façon. Donc en fait, c'est juste certains layers qui changent, le reste c'est exactement pareil avec en Keras. Voilà, il y a tout ce que vous utilisez ailleurs, vous pouvez l'utiliser dedans. Tous les callbacks que vous avez pu utiliser, les optimiseurs que vous voulez utiliser, tout est en fait complètement interopérable. On peut utiliser les éléments de Keras avec les layers d'ILLIP et vice-versa. Donc, tout ça, ça a été mis dans une librairie qui est open source. Désolé pour la capture d'écran qui n'est pas tout à fait à jour. On essaie d'être compatible avec les versions de TensorFlow. À l'époque, la version la plus à jour était la 2.1.
Mais maintenant, on est également compatible avec toutes les versions jusqu'à la 2.7 et on est en train d'évaluer si on est compatible avec la version 2.8. Donc, c'est une librairie qui est encore très dynamique, qui est à jour et qui évolue au fur et à mesure que notre connaissance sur le sujet évolue. La manière qu'on utilise, c'est d'utiliser de la reparamétrisation, ce qui justifie l'usage de layers particulières, comme les spectral dense ou les spectral conv. Mais en réalité, c'est que des choses qui sont spécifiques pour faire de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'une fois que l'apprentissage est terminé, il est parfaitement possible de convertir les layers qui sont un Lipschitz en des layers standards pour faire de l'inférence à moindre coût. Donc ça signifie quelque chose, donc c'est une fonctionnalité qu'on a implémentée, et ça signifie quelque chose d'assez utile, c'est que le surcoût qu'il y a à l'apprentissage, il est en réalité valide surtout pour l'apprentissage et pas en inférence. Une fois que le réseau est entraîné et qu'on ne veut plus y toucher, le réseau modèle 1 qui se trouve sur la droite, lui, il a exactement les mêmes classifications, les mêmes performances que le réseau modèle. Et pourtant, on a converti ces layers et donc on est plus efficace à l'inférence. Par contre, il faut faire attention, si on décide de faire de l'apprentissage sur le réseau modèle 1, on casse complètement la constante de Lipschitz, puisqu'il n'y a que le réseau modèle qui est capable de la vérifier. Alors, donc là, on a parlé voilà, de DLIP et de la création des réseaux en Lipschitz, comment on peut les gérer tout ça en TensorFlow. En fait, quand on en est là, le problème, il n'est pas vraiment réglé, dans le sens où vous allez voir qu'entraîner un réseau en Lipschitz, on ne va pas pouvoir en fait, si on peut le faire de manière classique, mais ce n'est pas la chose la plus avantageuse à faire. Alors, ce qui se passe, c'est que ce qu'on a pu montrer, c'est que entraîner un réseau en Lipschitz avec la cross-entropie, en fait, ce n'est pas efficace du tout, pour la bonne raison que la cross-entropie, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle fonctionne justement parce que le réseau, il a une constante de Lipschitz qui est potentiellement aussi grande qu'il veut, et donc la cross-entropie joue sur cette capacité du réseau pour s'entraîner. Donc, ça veut dire aussi que la cross-entropie, c'est elle qui est en partie en cause du problème de robustesse et que tant qu'on se base dessus, on ne peut pas avoir quelque chose de robuste et d'efficace. Donc là, par exemple, si je fais du Lipschitz, ça va être robuste, mais avec la cross-entropie, je ne vais pas pouvoir l'utiliser correctement. Alors là, je ne rentre pas dans le détail, mais ce qui s'est passé, c'est que les fonctions Lipschitz, elles sont naturellement associées à des problèmes de transport. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de poser l'apprentissage de la classification comme un problème de transport, c'est-à-dire dire, voilà, on veut dire que faire un classifieur entre les chiens et les chats, c'est apprendre comment on fait pour passer de la représentation d'un chien à la représentation d'un chat, par exemple. Donc, c'est de poser le problème de classification comme un problème de transport. Et à partir de ça, on est arrivé à une loss qui est celle-ci, qu'on appelle HKR, qui est la combinaison entre deux types de loss qui sont la première partie là, qui est une loss de transport optimal. En fait, c'est, pour ceux qui connaissent un petit peu Wasserstein, c'est le dual du calcul de Wasserstein 1. Et une loss ici qui est en fait une loss de type Inge, qui va en fait permettre d'aider à la classification, parce que si on n'utilise que le transport optimal, on a des modèles qui sont très robustes, mais qui vont pas être forcément être de très bons classifieurs. Et en fait, quand on regarde bien, si vous regardez bien cette partie-là, donc en fait, ce qu'on veut, c'est en gros, f de x est le classifieur. On veut écarter, donc on regarde l'espérance sur les deux classes, et on veut écarter le plus possible l'espérance sur les deux classes. Ça veut dire qu'on veut que la valeur du classifieur soit la plus éloignée possible sur les deux classes. Ça, c'est directement, finalement, une notion de robustesse. C'est-à-dire que si vous classez au milieu, entre les deux, et ce qui va se passer, c'est que vous allez vous allez trouver un f de x qui est le plus loin possible entre les deux classes. Or, votre réseau, il est un Lipschitz, donc ce f de x, c'est une borne inférieure de la robustesse. Ça veut dire que vous savez que le
réseau est au moins robuste à hauteur de f de x. Donc finalement, quand on optimise cette chose-là, on est en train de dire je veux construire le réseau le plus robuste possible et cette robustesse, elle est garantie et elle est certifiable au moins à un certain niveau. Comme je disais, le problème, c'est quand on construit le réseau le plus robuste possible, il n'est pas forcément très bon en classification. Et donc, on a ce terme-là qui vient corriger la classification. Et donc, du coup, en jouant sur le lambda, là, on va pouvoir regarder un petit peu un compromis entre la robustesse du réseau et son efficacité. Sachant que ça, c'est quelque chose de bien connu, c'est-à-dire que la robustesse a toujours un coût vis-à-vis de l'efficacité. C'est-à-dire qu'en gros, à un moment, vous ne pouvez pas être extrêmement robuste et être très accurate. Alors, en principe, ne vous inquiétez pas, hein, avec ce type d'approche-là, on a des performances sur les modèles classiques, sur les problèmes classiques, on arrive à avoir des performances similaires au modèle de l'état de l'art. Donc, on n'est pas du tout, on est complètement compétitif. Le seul truc, c'est qu'éventuellement, quand on veut devenir un peu plus robuste, on va perdre un petit peu en accuracy. Mais ça, c'est pas un problème de notre modèle. C'est juste, en fait, un problème de l'apprentissage en lui-même. On ne peut pas avoir les deux, quoi. On peut pas avoir tout le temps les deux. Mais du coup, en entraînant notre réseau unlib-sheets avec cette loss-là et la bibliothèque d'ILLIP, eh ben, on se retrouve avec plein de propriétés qui sont très, très intéressantes. La première, c'est que déjà, on va faire un lien entre l'apprentissage et le transport optimal. Ça veut dire que ce qu'on apprend, c'est bien finalement implicitement quelque chose qui va apprendre à transformer la première classe dans la deuxième classe quand on est en binaire. Ça a du sens et on voit que ça a du sens même en termes de compréhension de ce qui se passe et on verra qu'on va retrouver les résultats dedans. Ensuite, et ce lien, il est un peu plus fort que ça, c'est-à-dire qu'on peut montrer que la loss qu'on a construit là, que cette loss-là, elle correspond à un problème de transport optimal. On a prouvé qu'elle correspondait à un problème de transport optimal. Donc, en fait, quand on fait ça, on est en train de faire du transport. En pratique, en plus, on a une robustesse qui est prouvable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la distance entre x et son adversaire, elle est au minimum de la valeur de la fonction de f de x. Donc, on a une robustesse qui est prouvable et certifiable. Et en plus, comme vous l'avez vu avec la loss, finalement, quand en plus on cherche à maximiser ça, eh ben, on va chercher à la maximiser. Donc, en pratique, elle va être extrêmement forte et en plus, elle va être prouvable et certifiable. Et en plus, ce qu'on observe, c'est que souvent, ces certificats, ils sont très, très proches de la réalité. Et donc, finalement, on peut quasiment associer directement la valeur de la sortie à la robustesse pour l'exemple donné. Donc, c'est extrêmement efficace. Dans l'expérimentation qu'on a fait dans les articles, on est largement au-dessus de l'état de l'art en termes de robustesse. Hein. C'est-à-dire qu'on est capable de construire des réseaux qui sont extrêmement robustes. Ça marche très, très bien. Et en pratique, ce qu'on va voir, c'est que finalement, comme on est en train de faire des transports, on peut interpréter l'attaque. En fait, dans notre cadre, faire l'attaque, c'est se déplacer le long du transport. C'est-à-dire que l'attaque adversariale, c'est ni plus ni moins que ça reprend le sens qu'il y avait de départ de qu'est-ce que je devrais faire pour être dans l'autre classe. Et comme on est dans un problème de transport, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller dans l'autre classe? Eh ben, il faut suivre le plan de transport pour aller d'un exemple réel de la classe 1 à un exemple réel de la classe 2. Donc, du coup, cette interprétation-là, elle nous donne en plus une interprétation très claire d'exemple adversarial. Et finalement, ce n'est plus un exemple adversarial, c'est un exemple contrefactuel. Donc, c'est exactement, c'est pas ce qu'on voulait au départ, mais en fait, on l'a eu gratos en faisant notre approche. Donc, c'est un petit peu les exemples qu'on va voir après. Donc, voilà des exemples de ce qu'on obtient. Ah oui, et l'autre chose que je ne vous ai pas marqué là, c'est qu'en plus, on connaît la direction de l'attaque. C'est-à-dire vraiment, il y a des algos. Pour construire les attaques, il faut utiliser des algos d'optimisation. Et il y en a qui sont assez complexes pour être sûr de trouver la meilleure attaque. Et ben en fait, dans notre cas, l'attaque, on la connaît parfaitement. Il suffit de suivre la direction du gradient par rapport à l'entrée. Ce qui est en fait la technique la plus basique d'attaque. C'est en fait la technique optimale.
Mais c'est pas grave parce que finalement, on connaît la technique optimale, mais on sait qu'on est robuste. Donc, de toute façon, le fait que ce soit facile de calculer un adversaire, ça pose pas vraiment de problème puisque finalement, cet adversaire, vous allez voir que c'est plus un adversaire du tout dans les exemples. Donc, voilà un exemple. Alors, ça, c'était un des premiers exemples sur lequel on a travaillé. Et ce qu'on a essayé de construire, c'est un classifieur sur NIST qui sépare les 0 des 8. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très simple. Sur la première ligne, donc là-dessus, même les réseaux classiques sur NIST, NIST, c'est vraiment très facile, donc tout fonctionne bien. Même les réseaux classiques sont un petit peu robustes. Donc, la première ligne, ce que vous avez là, c'est les exemples. Ici, vous avez la première case, à chaque fois, c'est l'entrée. La deuxième, c'est l'exemple adversaire, donc l'entrée la plus proche pour transformer ce 0 en 8. Et la troisième image, c'est le bruit qui a été ajouté avec des couleurs. Donc moi, je ne vois pas les couleurs, mais en gros, il y en a une couleur qui correspond à ce qu'on enlève et d'autres qui correspondent à ce… Le jaune, c'est ce qu'on ajoute. Le blanc, c'est ce qu'on enlève. Donc, ce qu'on voit, c'est que, mine de rien, pour nous, les attaques, là, c'est toujours des attaques parce que ça ne transforme pas vraiment. Là, si on demande aux gens, on voit toujours un 0. Là, on voit toujours un 8. Bon, OK, on voit qu'il se passe des trucs là, mais là, on voit toujours un 0. Là, on voit toujours un 8. Quand on entraîne le réseau, toujours avec la binaire icosentropie, mais avec un réseau en Lipschitz, je vous avais dit que ce n'était pas bien. En vrai, ce n'est pas bien, mais on s'en sort quand même. Et ce qu'on observe, c'est que déjà, ça commence à structurer très, très fort le bruit. Donc là, juste au-dessus, ça ressemble quand même un petit peu à du bruit. Avec un réseau à Lipschitz, ça ressemble de moins en moins à du bruit. Ensuite, quand on l'entraîne avec notre réseau à nous, avec notre loss, on observe ça. Ce qu'on voit, c'est qu'il va explicitement transformer le 0 en 8. Alors, vous allez me dire, c'est pas exactement, ici, il n'a pas exactement transformé en 8. C'est normal parce que là, quand on calcule l'adversaire, on cherche le point qui est sur la frontière, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois un 0 et un 8. Et là, quand on calcule l'adversaire avec un algorithme de calcul de l'adversaire, ce qu'on obtient, c'est ces choses-là qui sont justement des hybrides entre des 0 et des 8. Et donc, du coup, là, on voit bien ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'attaquer ce 0-là? Donc, en gros, comment on peut faire, quel est le plus proche, la plus proche chose qui ressemble à ça, qui sera un 8? C'est quelque chose où on a rajouté une croix au milieu et on a enlevé les bords pour obtenir un 8. Donc, ce n'est plus du tout une attaque adversariale, c'est vraiment une explication de comment on fait pour passer du 0 au 8. Donc, après, on peut se dire, OK, c'est NIST. Avec NIST, tout marche. Donc, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, on a essayé avec un problème un peu plus compliqué. Et donc, du coup, on a fait un classifieur sur ImageNet, donc là, avec des images en plus grande dimension, c'est du 128 par 128. Donc, c'est du 128 par 128, donc ça commence à être des réseaux de neurones un petit peu costauds. Et donc, on a essayé d'apprendre un réseau de neurones qui détectait s'il y avait une moustache ou pas, donc si la personne ou pas avait une moustache. Et là, la même chose, vous avez la première image, c'est l'image d'entrée, la deuxième, c'est l'adversaire, et la troisième, c'est le bruit qui a été ajouté. Quand vous regardez les deux premières lignes, en gros, on voit aucune différence entre l'image et l'adversaire. C'est normal, ça veut dire que les attaques adversariales ont réussi, et donc du coup, qu'on arrive très facilement à tromper le réseau. Et donc, le premier, c'est un réseau classique. Le deuxième, c'est un réseau, un Lipschitz, mais entraîné avec la binaire icosentropie. Donc, déjà, ce qu'on observe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Être un Lipschitz, ça garantit des certificats. Par contre, si vous l'entraînez n'importe comment, ça ne vous garantit pas d'avoir la robustesse. Donc là, on n'a pas de robustesse. Par contre, quand on utilise notre réseau à nous, donc les réseaux à Lipschitz entraînés en plus avec des losses de transport, et bien là, on voit bien que explicitement pour attaquer, pour transformer ici ce non moustachu en un moustachu, et bien en fait, il faut lui rajouter l'attaque adversariale, lui rajoute explicitement des moustaches. Donc, on n'est plus du tout dans une attaque adversariale qui serait du bruit qu'il ne comprend pas, mais on est bien dans une explication puisque finalement, on dit pourquoi il n'a pas de moustache? Parce que pour qu'il ait une moustache, il faudrait rajouter quelque chose de sombre autour des lèvres. Et donc, quand on regarde qu'est-ce qui a été modifié pour l'attaque adversaire, et on observe vraiment le bruit. En fait, en plus, on observe un petit peu ce qu'il faut changer autour, ce qui est en général de la pilosité ou des choses comme ça. Pour passer de moustachu à non moustachu, on voit un peu moins parce qu'il atténue la moustache, mais par contre, quand on regarde le bruit, on voit bien aussi qu'il est en train d'atténuer la moustache. Sur la dernière photo, on voit bien ici, là,
on a quelqu'un qui est presque plus moustachu. Donc, ça fonctionne bien. On a fait la même chose pour des photos avec… Alors là, c'est directement les attaques. Pour des photos avec… pour faire un classifieur avec lunettes, pas de lunettes. Donc là, c'est les images, première ligne, les images d'entrée. Deuxième ligne, les attaques sur un réseau classique. Donc, c'est pareil, il ne se passe rien, on ne voit pas de différence. La dernière, les attaques sur notre réseau à nous. Et ben, on voit que pour les gens qui n'ont pas de lunettes, il va rajouter de l'information qui va ressembler à des lunettes. Et pour les gens qui ont des lunettes, il va finalement aller essayer de gommer ces lunettes. Mais ce qui est encore plus… Donc en fait, notre attaque, ça devient une explication. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que finalement, quand on observe ça, eh ben, on comprend comment le réseau fait pour classer, pour apprendre le concept de lunettes. On voit qu'en fait, il n'apprend pas le concept de lunettes en entier. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de se rendre compte qu'il y a une lunette qui fait toute bête, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a besoin pour détecter des lunettes? On a juste besoin qu'il y ait une zone sombre entre les yeux et qu'il y ait des zones sombres en dessous et au-dessus des yeux. Et du coup, on le voit bien quand il essaye d'enlever les lunettes. Quand il enlève les lunettes, il ne va pas enlever les lunettes partout, il va juste enlever les lunettes dans la zone sombre et en dessous. Donc finalement, ça nous donne une explication de comment le réseau entraîne. Et ce n'est pas une explication, ça ne veut pas dire que le réseau est mauvais, c'est qu'en fait, ça c'est normal, on fait de l'apprentissage. Si ça suffit de détecter qu'il y a quelque chose entre les yeux et sous les yeux pour détecter qu'il y a des lunettes, alors les algorithmes d'apprentissage vont systématiquement aller vers l'explication la plus simple. Donc, ça va suffire. Donc, notre réseau, il fonctionne… Enfin, donc voilà. Donc, avec la robustesse, donc là, on voit bien que les attaques, c'est robuste, qu'il faut rajouter beaucoup de choses. On a la robustesse et en plus, on récupère gratos l'explication. Donc, voilà un petit peu les conclusions. Moi, je viens de dire un petit peu tout ça, donc il n'y a pas besoin de revenir dessus. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions avant qu'on vienne à un exemple. Il y a quelques questions là. Je ne sais pas si on peut les poser maintenant. On peut, ouais. On peut prendre 5 minutes, poser peut-être une ou deux questions, puis après, Thibaut représente 2-3 trucs, il est temps de les présenter, et puis on… Oui. Écoutez, je vous les passe, vous les intégrez ou vous répondez comme vous le souhaitez. Donc, il y a une question pour savoir si les maximum margin classifiers de type SVM sont par définition robustes. Peut-être que vous pouvez voir ça dans la conclusion. Une autre question qui est: est-ce que votre technique marche aussi pour les problèmes de régression? Et combien en pourcentage faut-il dégrader l'accuracy afin d'améliorer la robustesse? C'est une espèce de loi de type Heisenberg d'incertitude là qui fait qu'on a de toute façon un minimum, quoi. Ouais, pour la première question, il y a un lien très fort entre les SVM et ce qu'on fait là. Hein. C'est finalement une façon, on peut voir ça comme une façon de généraliser un petit peu les SVM à des réseaux de neurones. La différence que les SVM essaient de minimiser, alors d'éloigner la plus petite distance. Ouais, c'est ça. En gros, dans les SVM, on dit il faut que tous les exemples de notre dataset soient au moins aussi loin que cette grandeur-là de la frontière de décision. Alors que nous, la notation qu'on utilise, c'est en espérance. On veut que la moyenne des distances à la frontière de décision soit la plus grande possible. Ça, c'est pas une contrainte. C'est très proche, mais légèrement différent. Mais en tout cas, on utilise des résultats et on utilise des lots qui viennent du monde des SVM. Pour la seconde question, c'était quoi? C'était pour la régression. Alors, la régression, ça marche, mais pas directement parce qu'on ne peut pas contraindre la constante d'ellipsis à 1 si on veut faire de la régression, puisque éventuellement, le modèle, la fonction qu'on veut apprendre, elle a une constante d'ellipsis plus grande que 1. Donc, si vous la prenez avec une constante d'ellipsis égale à 1, et ben, du coup, ça ne va pas fonctionner, mais ça ne va pas marcher. Donc, en fait, on n'a pas trop regardé les problèmes de régression, enfin, un petit peu, mais idéalement, il faut choisir. En fait, là, on fait du 1 Lipschitz, on peut très facilement changer l'algorithme pour faire du K Lipschitz, hein, puisqu'en fait, on peut intégrer la constante qu'on veut dans DidLib. Et il faut choisir un K qui est supérieur ou égal à la fonction de régression qu'on veut, à la vraie valeur de la constante de Lipschitz qu'on veut évaluer. Donc, le problème de robustesse se pose un petit peu différemment pour la régression, mais en tout cas, on pourrait le faire. Ce n'est pas quelque chose qu'on a vraiment analysé pour l'instant. On était vraiment sur la classif. Et enfin, de combien il faut dégrader, ça dépend du problème en fait. Déjà de base,
en obtenant la même classification qu'un réseau classique, on va déjà d'office être plus robuste et avoir nos certificats. Donc en fait, ça dépend complètement de l'importance qu'on va donner à la robustesse en fait. Donc c'est difficile de répondre à cette question. Éventuellement, quand on fait des choses très robustes, il y a une limite. Je vais vous donner un exemple. En fait, j'en ai pas parlé au tout début. Je reviens en arrière. Voilà. Là, c'est un exemple de réseau un Lipschitz entraîné avec Nautilus pour faire le problème Two-Moons. Donc ici, vous avez la frontière de décision. Et ça, c'est les valeurs, les lignes de niveau de la fonction. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, la ligne de niveau, elle correspond exactement à la distance à la frontière. Donc, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, c'est là. Et ben, en fait, si vous voulez un classifieur plus robuste, il va être moins bon et il va couper les choses à peu près comme ça. Là, à un moment, le plus robuste, il va couper les choses à peu près comme ça. Et donc, du coup, il y a une limite. Là, le classifieur le plus robuste pour Two-Moons, c'est-à-dire qu'à la robustesse maximale, il est autour de 70% d'accuracy. Donc là, par exemple, pour ce cas-là, si on veut vraiment quelque chose de très… le classifieur de robustesse maximale qui existe, il est autour de 70%. Après, voilà, là, par exemple, on a un classifieur qui est à 99% d'accuracy, qui va être bien plus robuste qu'un classifieur standard qui a la même accuracy. Donc, ce n'est pas une question où on peut répondre factuellement. Il y a juste un lien entre les deux. Après, en pratique, ce que vous perdez, ça dépend de ce que vous avez besoin en robustesse. On n'a pas forcément besoin de beaucoup en robustesse. C'est souvent un mélange entre le problème qu'on a et aussi à quel point on s'autorise à être un petit peu moins accurate. C'est ça. En pratique, ce qu'on essaie de proposer, c'est pour une accuracy donnée, essayer d'avoir la plus haute robustesse possible. Et donc, suivant où on place le curseur, et l'avantage, c'est que la loss qu'on propose, et je vous montrerai dans la démonstration, permet de régler ce curseur-là entre l'accuracy et la robustesse. Donc, c'est finalement un réglage qui sera plutôt fait par l'utilisateur, sachant qu'il y a un trade-off qui est inhérent et que c'est l'utilisateur qui va devoir le choisir. Ici, en fait, si on met 0, on sait quand même le minimum de ce trade-off. Ici, on met 0, on va finalement faire la loss qui maximise que la robustesse. Et il suffit d'observer son accuracy. Et dans le pire des cas, sur un problème 50-50, on peut construire des cas où l'accuracy, c'est 50%, c'est-à-dire que le modèle est pas bon, mais ça va être des cas pathologiques. De manière générale, vous avez quand même une accuracy qui est meilleure que le hasard quand vous optimisez que ça. Donc, la solution la plus robuste, elle classifie déjà. Et après, mais en pratique, ça dépend vraiment de la robustesse qu'on veut. Et ce que je vous disais, l'intérêt de la robustesse, il ne se limite pas aux attaques adversariales, en fait. Avoir des réseaux robustes. Quand on voit là, ce qu'on voit aussi sur le mine de rien, ce qui est intéressant quand on voit là, c'est la tête de la fonction. Vous parlez de régularisation. Là, le réseau de neurones, il est hyper régulier. Enfin, on peut difficilement faire plus régulier que ça. Et ça, c'est assez indépendant de l'architecture. C'est-à-dire, tant que votre architecture elle est assez grande, en fait, le fait d'être un Lipschitz et la loss qu'on utilise, ça régularise tellement qu'on peut utiliser toutes les architectures, on aura toujours exactement le même résultat, à condition que l'architecture soit suffisamment riche pour pouvoir atteindre ce résultat-là, évidemment. Donc, je vais laisser un petit peu Thibaut, maintenant la parole à Thibaut pour qu'il vous fasse une petite démo. Voilà, peut-être que tu restes sur… Ouais, je vais rester sur le cas. Donc, je vous ai emmené sur la documentation de la librairie. Et dans cette documentation se trouve un exemple, une démo. Et donc, dans cette démo-là, on déroule assez rapidement le contenu, c'est le workflow complet sur un problème de classification et avec des attaques de notre classifieur. Donc, je vais l'ouvrir dans Google Colab qui permet, donc je ne sais pas si les gens connaissent, ça permet d'exécuter du code Python directement dans son navigateur. Et je vais l'exécuter sur GPU. Donc pour commencer, cette librairie, comment est-ce qu'on y accède? Il suffit de l'installer. Et donc elle est installable directement via pip. Donc je vais et donc ça permet d'obtenir très simplement cette librairie.
Donc l'installation se fait. Comme on peut le voir, la version de TensorFlow qui est utilisée, c'est la 2.8. Et notre librairie est normalement compatible avec cette version de TensorFlow. J'ai également installé Fullbox, qui est une autre librairie qui permet de faire des attaques. Donc on va commencer par la partie des imports. Là-dessus, rien de bien incroyable. La majorité, sa principale différence, c'est qu'une partie des layers est donc importée depuis notre librairie. Et de même, une partie des activations et des losses, notamment, est importée depuis la librairie. Vient une partie où je vais charger les données. Donc, le chargement des données, comment est-ce que je le fais? J'utilise le dataset Fashionist. Donc, le dataset Fashionist consiste à classifier des vêtements à partir d'images en noir et blanc qui sont 28 par 28. C'est un problème qui est assez simple et qui a l'avantage d'être assez rapide à entraîner. Et en fait, c'est la même chose que le MNIST, mais c'est un peu plus compliqué que le MNIST quand même. Donc, ça permet aussi de vérifier que les choses fonctionnent bien, parce que le MNIST, du coup, tout fonctionne même quand on est. Exactement. Donc ensuite, je construis un modèle. Et donc là, mon modèle, c'est un sequential. Donc les utilisateurs de Keras reconnaîtront la structure d'un modèle assez simple qui est un convnet, sur lequel je fais rentrer mes images. Et je fais passer une première convolution, un pooling. Donc là, on voit que le pooling a été changé pour du scale d'énorme pooling. Donc on remarque que les architectures qui marchent bien pour des réseaux non contraints ne sont pas tout à fait les mêmes que celles des architectures qui marchent bien pour des réseaux fixes, même si elles ont quand même un grand nombre de similarités. Donc ensuite vient un flatten et des couches de classification qui sont des couches denses. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, je n'ai pas utilisé le sequential de Keras, j'ai utilisé le sequential de Didlib, qui a une fonctionnalité supplémentaire qui permet de régler la constante de Lipschitz, qui ici a été réglée à 1. Ensuite vient l'apprentissage, enfin la partie compilation, où je lui assigne une loss, et donc je lui propose d'utiliser la loss qui est la loss qu'on a proposée dans le papier, qui a deux paramètres, le paramètre alpha et le paramètre min margin. Donc si on augmente alpha, on augmente les qualités en classification, et si on diminue alpha, on va plutôt sur de la robustesse. Et de même, si on augmente la min margin, on améliore la robustesse, et si on diminue la min margin, on diminue la robustesse. Je vais observer donc son accuracy et également ce qu'on appelle la KR multiclasse. Donc les travaux qu'ont présenté Mathieu étaient principalement sur de la classification binaire, mais on a également une formulation pour du multiclasse. Et donc cette évaluation va montrer à peu près, va être utilisée comme proxy sur la robustesse. J'utilise un optimiseur qui est standard, qui s'appelle Adam. Donc là, il s'agit réellement du Adam de Keras, pour bien montrer qu'effectivement, les layers sont bien interopérables avec les layers traditionnels de Keras. Donc là, j'obtiens un paramètre, un réseau qui a 105 000 paramètres. Et en réalité, le nombre de paramètres est un peu plus grand parce qu'on utilise un trick qui s'appelle la reparamétrisation, qui nous permet d'apprendre les réseaux contraints et comme si, du point de vue de l'optimiseur, ils étaient non contraints. C'est quelque chose qui justifie l'usage de la librairie. Donc ensuite, je vais lancer l'apprentissage. Alors on met un petit peu à la bourre. Alors on va peut-être mettre moins d'époque. Et donc l'apprentissage se fait. Et donc là, on utilise le code qui s'exécute, c'est effectivement du code Keras standard, mais qui fait appel à nos layers. Donc là, voilà, l'apprentissage se fait. Ouais. Et donc, on voit que notre loss diminue, l'accuracy augmente. On a la robustesse qui augmente au fur et à mesure. Et en validation, on voit que sans même faire aucune data augmentation, on overfit pas pour l'instant. Donc, on a
Par contre, tu ne vas pas avoir le temps, je pense que ça veut dire qu'il y en a pour 5 minutes. Ouais. Peut-être qu'il faut passer sur le résultat, sur le notebook où ça tourne. Ouais. Peut-être il est là, non? Oui, ils sont affichés en bas. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a entraîné notre réseau, on va l'attaquer. D'abord, tu le transformes en réseau classique. Ah oui, donc, on a également la fonctionnalité du coup de Vanilla Export qui permet de transformer nos layers custom en layers Keras standard et donc de les optimiser pour l'inférence. Ensuite, je vais attaquer ce modèle. Donc, on va prendre la librairie Fullbox. Alors là, c'est du code qui est propre à Fullbox. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, ce n'est pas l'objectif de cette présentation. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que à partir des sorties même du réseau, je peux calculer cette formule-là. Et cette formule-là, elle me donne une borne inférieure du bruit qu'il va falloir ajouter pour que le réseau se trompe. Donc, on voit, là, j'ai pris les 10 premiers exemples du dataset de test. Et on voit que le premier exemple, il faudra lui ajouter au moins un bruit de 0,25 pour que l'exemple pour que le classifieur se trompe. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est des bornes inférieures qui sont certifiables. Quelle que soit l'attaque qu'on va utiliser, on ne pourra jamais descendre en dessous de cette valeur-là. Alors que quand on fait des attaques, souvent les attaques, elles ont le défaut que si quelqu'un trouve une meilleure attaque, eh ben, on pourra toujours faire baisser le score. En réalité, là, l'avantage, c'est qu'avec notre technique, on sait qu'on a une borne inférieure, on ne pourra jamais dépasser ça. D'où le terme certifiable. Donc ensuite, j'ai fait tourner l'attaque. J'ai pris une attaque qui s'appelle Carlini-Wagner, qui est une des attaques quasiment état de l'art sur le domaine. Et on voit qu'effectivement, l'attaque Carlini-Wagner trouve systématiquement des adversariales, des exemples adverses qui sont plus loin que ce qui avait été annoncé par le réseau. Donc là, le réseau avait annoncé pour le troisième exemple une distance de 0,34. Carlini-Wagner a trouvé un exemple à une distance de 1,68. L'avantage, c'est que quand on voit directement les résultats, on peut prédire à l'avance si le réseau va être, l'exemple va être facile à attaquer ou difficile à attaquer. Donc là, on vérifie que effectivement les certificats sont toujours valides. Et pour finir avec un petit peu de visualisation, on va observer les mêmes résultats. Donc sur la première colonne va se trouver l'exemple de la classe d'origine. La deuxième colonne va se trouver l'exemple attaqué et donc sa classification. Et sur la troisième colonne, on voit le bruit qui a été appliqué pour faire l'attaque. Donc en vert, les ajouts, en rouge, les soustractions. Et donc en hausse est affiché le certificat qui avait été annoncé par le réseau et la distance de l'adversaire le plus proche trouvée par l'attaque. Donc là, on voit effectivement, il n'y a pas eu du tout de cherry picking sur cet exemple-là. On prend uniquement le premier exemple de chacune des classes du dataset de test. Donc on voit déjà que sur certains exemples, ça marche bien. Par exemple, on voit que la robe a été transformée en pantalon et effectivement, la manière la plus logique de le faire est de rajouter un trait noir au milieu pour séparer les jambes. On voit que même quand les attaques marchent pas très très bien, par exemple ici, transformer une sandale en une basket, effectivement, les sandales sont quand même très ressemblantes des baskets. On voit que le bruit qui est appliqué est quand même pertinent. On essaye d'effacer le petit trait ici au milieu qui fait vraiment la spécificité d'une sandale et on vient y ajouter une petite languette ici et un talon plus haut qui fait la spécificité d'une basket. Donc même quand les attaques sont difficiles à voir à l'œil nu, elles ont quand même un intérêt pour faire de la classification, enfin pour de la compréhension du réseau. On observe aussi qu'il y a certaines classes qui sont très très proches. Par exemple, un pullover et une veste sont quand même des choses qui se ressemblent beaucoup et que souvent le réseau va faire la différence, notamment sur les textures, plus que sur la forme en général de l'objet, ce qui est quelque chose de légitime. Après, il faut voir aussi que là, par exemple, le réseau, il a été entraîné de manière à être plutôt pas forcément hyper robuste et qu'en plus, mine de rien, on améliore les choses petit à petit, notamment sur la convolution.
parce que là, maintenant, on a des meilleurs calculs aussi sur la conduction. Donc, il y a des cas, en passant un peu plus de temps sur la robustesse, on peut avoir des choses un peu plus flagrantes. Donc, je pense que c'est à peu près bon. Ouais, je pense qu'on est dans les temps. On a fait pile une heure. Pile une heure, ouais. Donc, on peut répondre aux questions. S'il y a encore des questions, je ne sais pas, Maris, François Marie. Voilà, écoutez, un grand merci Mathieu et Thibaut. Vous avez répondu aux questions, il y en a encore une. Peut-être qu'on y reprendra par mail parce que bon voilà, on arrive au bout, hein, donc on a bien noté la question de Thomas. Je voudrais absolument vous remercier pour cette présentation. Je pense qu'elle était, j'espère que toutes les personnes qui ont participé l'ont trouvée intéressante. En tout cas, elle a été enregistrée, donc vous pourrez la voir en replay. Les présentations seront disponibles. Je voudrais aussi en profiter pour vous annoncer que nos focus vont continuer. En fait, vous avez mentionné, Thibaut et Mathieu, des liens avec l'explication. Il y a une grosse actualité sur l'explication qui va arriver. Il y a un workshop scientifique organisé par Anity les 7 et 8 mars, suivi d'un afterwork pour les partenaires industriels, plutôt orientés donc pour les applications industrielles, et avec des focus techniques sur lesquels les librairies produites par Anity seront présentées. Hein, donc, les librairies Explique et puis GemCI. Vous aurez toutes les informations sur le site d'Anity. Donc, un grand merci à tous, aux participants et à Mathieu et Thibaut notamment. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux si vous avez des questions complémentaires. Je vous dis à bientôt et ben voilà, nous fermons le webinaire. Merci, au revoir. Merci beaucoup.